On va commencer avec une présentation par M. Louis-Philippe Albert qui va nous présenter quelque chose par rapport à du smugglage. Donc, vous pouvez un peu deviner le contexte de la présentation. Et une fois qu'on aura fini de smuggler, ben, on va aller à Chéticamp pour la mi-carême. Puis, vu qu'on aura passé la mi-carême, ben là, il faut passer au mets traditionnel. Ça fait qu'on a la chef du CDC qui nous a préparé des belles petites surprises qu'on pourra goûter ici et là au courant de sa présentation. Mais on va commencer avec M. Louis-Philippe Albert, que j'ai probablement pas besoin d'un long texte pour présenter, parce que s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne le connaît pas, ça me surprendrait énormément. Baisse la main, baisse la main, baisse la main. C'est un de nos bâtisseurs. On est ici en grande partie à cause de lui. Il était le fondateur, premier président de l'UTAC et de l'ARC. Donc, nous sommes un peu les enfants de sa création. Donc, c'est tout à fait approprié qu'il soit avec nous ce soir et puis qu'il nous présente le smugglage. Je n'ai pas encore pu faire le lien entre l'UTAC et l'ARC et le smugglage, mais par la fin de la soirée, ça va être fait. Donc, Louis-Philippe, à vous, monsieur. Merci, Norma. Elle a souligné mon intérêt séminal de l'ARC et de l'UTAC. Pour ceux qui ont un background agricole, séminal, c'est lié à l'insémination artificielle. Bonsoir tout le monde. Félicitations d'abord à l'UTAC et à l'ARC pour cette initiative-là. C'est beau, puis c'est bon qu'on souligne notre patrimoine. Puis d'où on vient, puis où on va, c'est lié. Ça dépend l'un de l'autre. N'hésitez pas à interrompre ou bien poser des questions. Pourvu que ce n'est pas trop long, là, poser des questions ou enrichir ce que je vais essayer de partager avec vous autres. J'avais l'intention de mettre un genre de petit show un peu, là. J'avais préparé 3 paires de bas. Que je mettrais avec des overshoes par-dessus ça. Puis j'avais pensé de vous laisser mes vieux choupacs de l'autre bord, aux États-Unis. J'avais pensé à 3 paires de culottes, que je mettrais une par-dessus l'autre, et aussi 2 chemises, et un chandail par-dessus ça, puis un jacket d'hiver. Et évidemment, il y avait 3 paires de shorts, puis qui venaient de JCPenney's, évidemment, c'est entendu. Puis il y avait un flasque de vodka dans la poche de shorts. Mais ma femme n'a pas voulu, elle avait peur que j'enlève trop de shorts. Okay. J'ai dit, bon, OK, on va laisser faire. Il y a 2 sortes de smugglage. Il y a le smugglage légal, ça on passe aux douanes. Puis il y a le légitime. Ça, c'est ça qu'on va parler, surtout. C'est autrement. C'est l'autre façon de faire. Il y a 2 règlements qui entourent le smugglage. Ça vient de notre père, qui disait à notre famille, quand on était un coup comme ça. Ne jamais dire non aux douaniers. Dire oui et montrer les marchandises permises. Fait que ça, d'habitude, c'est dans l'auto, dans le camion. Souvent, c'est des bananes, puis des oranges, puis des choses qu'on n'a pas. Puis ça, c'était permis. Mais tu n'es pas obligé de dire quoi d'autre que tu as. Surtout devant les enfants, là, il fallait dire toujours la vérité. Alors, on dit la vérité, mais on ne dit pas tout. J'ai déjà travaillé au gouvernement, je sais de quoi qu'on parle. L'autre règlement, c'était ne jamais cacher d'objets dans l'auto, parce qu'ils peuvent saisir l'auto. Mais les enfants, c'est OK, ils ne saisiront pas les enfants. Surtout s'ils sont mal commodes. Bon, allons-y.
notre origine, ou mon origine, vient de... C'est que notre ferme donne sur le fleuve Saint-Jean, qui est la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick. Puis, l'eau est basse au mois d'août, puis l'hiver, il y a des glaces. Vous imaginez, là. Mais ça fait longtemps, nos ancêtres, là, on trouve encore des baisseurs de la cave de la maison originale qui était tout proche de la rivière. Puis il y a encore un genre de baisseur, mais à cause des inondations printanières, ils ont monté un petit peu plus haut. Là. C'est là qu'est la maison maternelle ou paternelle. Les relations avec de l'autre bord, comme on dit. Il y avait de la parenté. Hein? C'est tout lié là, entre le Maine. Puis, d'ailleurs, souvent on parlait plus français avec les gens du Maine qu'avec les gens de Grand-Sault ou avec les gens, évidemment, de Plaster Rock, évidemment de Rock. Mais les gens du Maine, là, ça parlait tout français comme nous autres, là, parce que ça venait de la même source. Puis même, beaucoup de Québécois se rendaient là. Puis c'est peut-être là aussi que ça vient le terme des picarounes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Le Maine, c'était des pommes de terre, comme à Grand-Sault et Saint-André. Fait que à la fin de la récolte, là, il y avait une gang de Québécois qui venaient, surtout les Témiscouata, puis ça sacrait, puis des hosties, puis ça arrivait. Puis là, ça allait de l'autre bord. Puis là, ça ramassait des petites patates qui restaient. Puis l'enseigne, c'était « pick your own ». Fait que là, les Québécois appelaient ça des picarounes. Ils allaient ramasser ça, puis ils revenaient. Ça ne coûtait rien, ça. C'était OK. Je dis les Québécois, il y avait probablement des Brayons aussi qui faisaient pareil. Là. OK. Une autre chose, mon père a smugglé son éducation, comme on dit. À Fort Kent, c'était proche, là, il y avait une école un peu comme métier d'agriculture. Ça fait que mon père, dans son jeune âge, avait été suivre des cours en agriculture, ce qui dit j'ai smugglé mon éducation. Puis il a maintenu évidemment des contacts avec les agriculteurs du Maine, puis ça a toujours bien servi. Ma sœur Yolande, qui a souvent fait aussi des soigneuses de Mme Gelbert, qui était juste de l'autre bord de la rivière, puis avait ramené un vieux meuble de radio pour jouer. Elle disait que c'était pour jouer de la vieille musique, là. Mais son paiement, c'était une voiture usagée. Ça fait qu'il a fallu la ramener de quelque façon, cette voiture-là. L'autre thème que j'aimerais te parler, c'est qu'il n'y avait rien de mal à ça. Nos parents chrétiens n'y voyaient rien de mal. Et même plus que ça, les prêtres en faisaient autant. Entre autres, il y a des anecdotes comme le père Mazerolle de Rivière-Verte. Il avait oublié de cacher une caisse de margarine qui était laissée sur le siège en arrière de son auto. Puis il dit, le douanier dit, que c'est ça? Ah, j'ai oublié de la cacher. Fait que là, le douanier voulait être sans péché. Les politiciens n'en parlaient pas non plus. Ils n'en parlaient à peu près pas. Parce qu'ils devaient revoir des pressions des marchands locaux, sûrement. Parce qu'il y avait un tas de choses qu'on achetait de l'autre bord, comme on dit. Les douanes, c'était du bon monde. C'était du bon monde, les douaniers. Ils étaient pratiquants comme tout le monde. Puis il fallait qu'ils soient parfois complices pour le bien de la paroisse. J'ai pas d'informations s'il y avait des pourboires, mais peut-être que c'était des indulgences qu'il y avait, je sais pas. Il y avait quand même des limites à la tolérance. Des personnes dans Bon Point, là, 4 chemises, là, puis un autre par-dessus, puis il y avait une petite face. Mais il fallait toujours déclarer de la nourriture, comme mon père disait. Là. Ça passait sans douane. Du côté historique,
c'était dans le temps, surtout dans le temps de la Prohibition aux États-Unis. Il y avait le rhum, vous avez entendu de Thomas Albert, dans le bout de Saint-Hilaire. Al Capone, puis les voitures blindées, puis les carabines, etc. Là. Il y a des légendes, mais il y a du vrai un petit peu dans ça. J'ai pas de parenté, je pense, avec Thomas Albert, mais il doit en avoir. C'est bon. Le rhum venait des Caraïbes. Puis ça passait par les îles de la Madeleine. Il n'y avait pas de douanier, ça valait pas la peine. Fait que là, ça venait à l'île du Prince-Édouard. C'était au Canada, il n'y a pas de problème. Fait que là, chez Tican probablement aussi, ouais. Puis là, ça venait à Saint-Hilaire, au Madawaska. Puis là, ça traversait sur la glace ou, quand la rivière était basse l'été, vers les États-Unis, à un bon profit. Fait que là, c'était pendant la Prohibition. Donc, mais il y en avait qui étaient un petit peu plus délibérés. Il y a une histoire de l'évêque de Portland. La plupart des évêques dans le Maine, puis des prêtres, c'était soit des Québécois ou des Acadiens. Puis, il y avait des contacts, évidemment. Puis, il y avait des réunions d'évêques à Québec, puis dans la région. Ça fait qu'ils revenaient avec une caisse de rhum ou deux qu'ils cachaient dans les calèches. Fait que là, quand ils arrivaient aux douanes, la coutume était que le conducteur avait une sonnette afin que les douaniers se mettent à genoux afin de recevoir la bénédiction. Fait que là, l'évêque passait. Fait que, correct. Ça doit être vrai, ça, je présume. Expérience familiale. On avait un oncle, mon oncle Ovid, qui a travaillé longtemps aux États-Unis, à Pontiac, dans la construction d'automobiles. Mais il venait de temps en temps. Puis, il y avait une face de poker. Dans le sens que les douaniers, là, ils ne pouvaient pas détecter qu'il cachait quelque chose. C'était juste sa face. Puis, il cachait, lui, des outils, puis de la boisson, puis c'était dans son auto, puis ça passait, il n'y avait pas de problème. Mon père, entre autres, je me rappelle qu'il avait caché une gratte en dessous de l'ensilage. Tu sais que dans le temps, il y avait beaucoup de culture de pois dans le Maine. Puis il cultivait des pois. Ça fait que tu finissais avec des bisots de pois, qu'on appelle. Tu sais, c'était les tiges, là, avec beaucoup de feuilles, puis c'était riche pour les animaux. Ça fait qu'il faisait un ensilage, puis il vendait ça pas cher, parce qu'il voulait s'en débarrasser. Ça fait que mon père avait avec son truck. Puis là, il avait mis des choses qui avaient de la douane dessus, donc une gratte pour la neige, ça, il y avait de douane là-dessus. Puis il y avait un sink, puis des éviers, puis des choses comme ça. Puis ça allait tout en dessous des bisots de pois. Puis ça traversait, c'est entendu, il n'y avait pas de problème. La famille, on était une assez grosse famille, mais on ne rentrait pas tous dans le même truck, là. Mais la famille arrivait souvent, comme on dit, arrivait aux douanes, farcie de marchandises américaines. Comme il y avait toutes sortes de divers kits, puis même du popcorn, puis de l'ice cream, puis du linge, puis vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà vu du marshmallow en pot blanc. Ça allait, fluff. Ça allait tellement bien avec du beurre peanut. C'est des sandwichs, en tout cas. Ouais. Mais quand on traversait, là, fallait surveiller. Parce que les petits, les jeunes, là, tu sais, si le douanier avait vu quelque chose, là, ben oui, hein, notre père donnait un coup de coude, dans un sens. Puis même, celui qui me dit ça, qui s'appelle, qui a reçu plusieurs coups de coude, il est prêtre aujourd'hui. Yvan, notre frère aîné, il se rappelle d'avoir traversé des souliers neufs à Van Buren, ça c'est proche de Saint-Léonard. Il avait oublié ses vieux sneaks dans la valise. Fait que là, le douanier arrive, puis il voit les vieux sneaks. T'as des beaux souliers, hein? C'est bon. C'est de la tolérance, là, mais c'est bon.
Mes sœurs ont smugglé des systèmes de son techniques, ou bien des heat kits, si vous voulez vous rappeler. Mon frère Camille, lui, c'était dans le domaine technique. Puis, sur la glace, pendant des tempêtes aussi, on avait... Puis les grosses tempêtes, là, ça allait bien, c'était le temps, là. Dans la neige. Mais heureusement, il y avait une grosse épinette. Puis ça, c'était notre beeline. On traversait sur la glace, puis là, une fois rendu là, on était au Canada, il n'y a pas de problème. Les fouilleuses, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est pour que les femmes, ils ne voulaient pas se faire fouiller par des hommes. Et donc, il y avait des fouilleuses. Puis, ils ne gênaient pas. Mais souvent, les femmes se rendaient au Maine juste avec un jupon. Puis là, ils chopaient une robe, puis des manteaux, puis des choses de même. Puis là, elles venaient. C'est correct. Puis dès qu'il y a une femme, entre autres, elle arrive, puis elle avait encore son jupon. La fouilleuse dit, « T'as pas trouvé ce que tu cherchais? » Effectivement, on laissait souvent notre vieux linge dans les poubelles ou bien dans le magasin. Puis il y avait toujours une complice là, dans le magasin. Puis, mais même avant les ordinateurs, puis le 11 septembre de 2001, ça arrivait souvent là, que les gens passaient de Moyne à Fort Kent. Puis là, c'est 30 km ou 40 km. Puis ils revenaient à Madawaskamin, disant qu'il y avait une passe de 48 heures. Puis ils pouvaient traverser 250 $ de produits sans problème, sans douane. Fait que là, mais là, c'est plus faisable, ça, dans ce temps. Dans notre famille aussi, on avait une douzaine, comme je disais, puis il y avait une petite en particulier, Céline. Elle dit qu'elle avait traversé 3 manteaux. Un pour elle, pour sa sœur un petit peu plus grosse, puis sa grande sœur. Fait que là, elle était farcie, c'est vrai. Puis dans ce temps-là aussi, on accumulait les green stamps, je veux vous rappeler. Puis, c'était des green stamps, c'était comme des, je sais pas, il y a toutes sortes de programmes comment tu appelles ça, ouais. Oui, puis, mais tu allais échanger ça pour de la marchandise aux États-Unis, il fallait ramener ça. Que c'était pas, il fallait le traverser de quelque façon. Mais ça, c'était au Madawaska qu'on parle, là. Il y avait des gens, c'était pas des pêcheurs comme le long de la côte, là. Il y a des histoires que des gens traversaient en cageux avec des pelles comme rames, puis, tu sais, parce qu'on n'était pas des pêcheurs, nous autres, c'est que là. Puis, même il y avait on parle des cires dans la région de Saint-François. Les autres, il y avait une contrebande de margarine. La margarine, ça avait venu aux États-Unis avant, puis c'était pas cher. Puis ils faisaient ça afin de pouvoir s'acheter du beurre. Mais les policiers venaient assez souvent dans les régions pour une fouille, puis vérifier, puis ils ne trouvaient rien. Mais la maisonnée était pas mal bouleversée, tout énervé, les femmes en particulier. Il y en a partout là, dans la maison. Là. Il y a des jeunes qui traversaient des bicyclettes, puis même avec des baby guns, des pellets de baby guns dans le bas, puis partout, puis des choses comme ça. On parle aussi d'un monsieur de Edmundston qui a traversé 15 brouettes neuves avec du sable dedans. Fait qu'il traversait, puis le sable, il n'y a pas de douane là-dessus. Fait qu'il revenait, puis il y a une autre brouette. Fait qu'il a traversé 15 brouettes jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que... Comme expérience personnelle, moi, j'ai financé une partie de mes études à Laval avec des cigarettes américaines. J'ai payé à 10 cents, puis je traversais sur la glace ou quelque chose de même, puis j'ai vendu à 25.
Puis c'était correct. Des Lucky Strike, on en avait. On a traversé des choses, un réfrigérateur, un coffre de cèdre pour les fiançailles, d'autres objets non identifiés. J'ai même pas pu traverser une femme, mais j'ai trouvé au Québec, celle-là. C'est elle qui a eu le coffre. Parlant d'une Québécoise, expérience d'une Québécoise, là, et aussi, on avait un beau-frère de Baie-Saint-Anne. Les gens de Baie-Saint-Anne, là, c'est pas des smugglers, là. Du moins, pas aux États-Unis, là. Mais les Québec non plus. Ça fait que là, il y avait une attitude un peu craintive, là. Et là, ils étaient dans la famille, là, puis on les amenait, puis on va là, là. Les douaniers là, d'expérience, là, ils les trouvaient tout de suite. Okay? Puis, mais, Québécois, puis les gars de Baie-Saint-Anne, il y avait un attrait des artistes américaines. Tu sais, c'était des nouveautés, puis c'était des choses différentes, puis c'était pas cher. Puis, en tout cas, la mode, c'est J.C. puis Newberry, là. Puis même, on avait des connaissances, là. La madame Levasseur s'occupait de nous autres. Fait qu'il y avait beaucoup de choses, comme des verres, puis des serviettes, puis des draps que tu mets autour du corps. Tu sais, c'est facile. Puis les serviettes, tu mets ça dans tes manches, puis même des verres, pareil. Puis, en tout cas, c'est pas de problème. On me dit que Jean-Marie, le gars de Baie-Saint-Anne, a presque fait une syncope. Il traversait quelque chose, là, puis il était tout énervé. Puis là, c'était le mois d'octobre, ça, puis il m'a demandé, bon, d'où tu viens? Il ne savait plus. Puis il a demandé quand est-ce qu'il est parti, c'était au mois de novembre. Fait que là, en tout cas, ça a réussi à passer pareil. Moi aussi, j'avais eu l'expérience d'un couvre-lit. Vous avez peut-être vu des couvre-lits avec des pompons, là? J'en avais un, moi, tortillé autour du corps. Puis il y a quelques pompons qui dépassaient. Fait que, fallait payer en douane, celui-là. Pourquoi qu'on faisait ça? Les objets souvent moins chers. Puis aussi, une bonne qualité de certaines choses, comme du coton, puis des produits du Japon, ça arrivait là, avant ici, là. Puis des nouveautés, puis en tout cas, c'était intéressant, les produits électroniques, des gadgets. Puis souvent, les magasins acceptaient l'argent canadien à parité, ou bien ça arrivait souvent que notre argent valait plus cher. Donc, on allait là, puis c'est vrai que ça coûtait pas cher. Puis les nouveautés qu'on ne trouve pas par ici, là, il y avait beaucoup de choses, là. C'est comme soit de linge ou des... mais aussi, pour des jeunes, c'était une activité un peu rebelle. Et dans le sens, c'était plume à nos chapeaux, j'ai traversé ça. Puis c'était facile, c'était relativement facile, dans le sens que ça ne prendrait pas des génies là, pour faire ça. Là. De toute façon. Il y avait des risques quand même. Pour les jeunes, là, c'était un petit peu difficile. Il ne fallait pas en parler à certaines familles. Parce que les autres, c'était des déclareux de smugglers. Pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si c'était religieux, ou bien que c'était des contacts, ou bien ils gagnaient des je ne sais pas quoi, là. Mais en tout cas, il ne fallait pas lui dire. Donc, des rapporteurs, voilà. L'autre, c'était un point de vue risque, là. J'ai mentionné un petit peu tantôt. Il ne faut pas exagérer, là. La tolérance des douaniers, là, ça a ses limites, là. Donc, il fallait surveiller ça, pas dépasser certaines limites. L'autre, c'était tu pouvais finir sur une liste noire. En fait, moi, ça m'est arrivé avec une de mes filles. On venait d'une rencontre familiale aux États-Unis, puis on a passé à New Hampshire, évidemment, avec les sans taxes.
Puis, on avait mal caché certaines affaires. Puis j'avais aussi ramassé un restant de canettes de bière qu'on avait eu. On avait une party, puis il en restait. J'avais mis ça dans mes valises, pensant, bon, il n'y a rien là. Ben non. Ça fait que là, on a fini sur la liste noire pour 5 ans. Fait que là, depuis ce temps, ça commençait l'électronique, là. Ça fait que là, quand tu arrivais, puis tu passais, faire ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, là, mais oui. Non, c'est fini. Puis ma fille aussi, elle s'est sortie, oui. Nous autres, on mettait de la boisson dans le windshield washer. Ben, regarde ça. Là, tu pesais. Oh, ouais. Ouais, c'est une façon, ouais. Puis aussi, d'autres choses, à Grand-Sault de Hamlin, à Grand-Sault, il n'y avait pas de costume. On se rapportait à l'hôtel de ville. Ah, oui, c'est vrai. En 1945. Ouais, t'es plus vieux que moi, là. Mais il n'y avait pas de costume. Pas beaucoup. Mais on se rapportait là, mais on avait le temps de cacher beaucoup de choses. Il y avait 3000 presque. Ouais. OK. D'autres commentaires ou questions? Ça arrive, ouais, des fois, ouais. Mais ça se trompe. Il y a nos petits-enfants, là, aussi, là, on les voit, on lui parle de ça un petit peu, là, puis là, ils vont, mais ils sont beaucoup plus frileux qu'on était, là. Ils n'osent pas trop. Mais évidemment, les méthodes de détection, puis les ordis, puis toutes c'est beaucoup plus avancé que c'était dans notre temps, là. Est-ce que vous arrivez sur l'autre côté, là aussi, est-ce qu'il y a une place pour les smugglers? Oui. Non, non, on avait des connaissances, là, puis même de la parenté de l'autre bord, là, puis de l'autre bord, comme on dit, puis donc, quand tu achetais des choses comme dans un magasin, il fallait que tu ailles les apporter à quelque part, afin d'aller les chercher là, parce que, donc, je les apportais, ça fait comme 5-6 kilomètres, chez Mme Jalbert, souvent, puis elle avait un petit magasin, puis on l'encourageait des fois. Ça fait que là, mais là, on allait chercher ça là, puis là, tu pourrais traverser ça à glace. Puis, okay. On n'avait pas besoin de tunnel. Non. On travaillait là où était basse, puis non. Puis c'était pas en pleine ville. C'est une région rurale, puis c'était dans les années 50, 40, 50, oui. Ah oui. Ah bon. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Prohibition. Oui. J'ai-tu dépassé mon temps, Norma? Oui. Je m'excuse. Merci. C'est-tu plaisant? On apprend à connaître les gens de la communauté d'une façon complètement différente, y incluant les pompons qui dépassent, puis ouais donc. C'est pas une image que j'avais en tête de Louis-Philippe du tout. Puis je suis convaincue qu'il n'y a personne dans la salle qui a jamais passé quelque chose aux douanes qui n'aurait pas dû. Et non, que ce soit de la boisson, que ce soit des cigarettes, que ce soit peu importe. Mais c'est tard qu'on a fait l'autre bord. On passe de ce bord ici. Je l'ai-tu, l'accent? Pas aussi bien que toi, Louis-Philippe. L'autre bord, on passe à ce bord ici. Pourtant, je viens de Moncton, je devrais l'avoir. Un gros merci. C'était drôle, mais c'était éducatif en même temps. C'est ça l'apprentissage, donc en plein dans notre mission, notre mandat. Maintenant, on va passer à la deuxième présentation. Et puis, c'est une autre de nos pionnières, de nos concitoyennes de longue date ici dans la région de la capitale, qui a fait partie du premier conseil scolaire francophone. Même, elle était présidente, si je ne me trompe pas, Livin, du premier conseil scolaire ici à Fredericton, Mme Yvonne McLaughlin, qui est aussi la présidente de l'ARC. C'est là qu'on a fait l'autre bord. En revenant de ce bord ici, je vous ai dit qu'on allait passer par chez Tican.
Yvonne va vous présenter une activité apparemment que bien des gens connaissent, qui a son origine à Chéticamp, mais encore là, dans mon apprentissage, j'en apprends parce que je ne savais pas que ça existait. Donc, Madame McLaughlin, vous êtes où? Je vous ai perdu? Je vous ai perdu? Bon! Oh, vous l'aurez deviné, je ne suis pas une vraie mi-carême. Pourquoi? Parce que j'ai juste le masque, j'ai pas le costume. Fait qu'on pourrait m'appeler une mi-carême hybride. Alors bonsoir et bienvenue. Hier, c'était mercredi décembre. Je ne sais pas si je suis trop proche du micro ou ça va. C'était mercredi décembre. En même temps, c'était le début du carême. Dans 3 semaines, ça sera la mi-carême. La mi-carême, c'est une tradition d'origine française, en fait judéo-chrétienne, mais puis française aussi, après, qui remonte au Moyen Âge. Alors, c'est une tradition qui s'est installée, qui est venue de l'Europe avec les premiers colons, puis qui s'est installée dans les anciennes colonies françaises, au Québec et en Acadie. Pourquoi? Parce que le carême, c'est une période très longue, puis dans l'ancien temps, c'était encore plus long. Maintenant, aujourd'hui, on s'en aperçoit presque pas. Mais c'était une période c'est une période encore de 40 jours, mais en ce temps-là, c'était une période d'austérité, de sévérité, de pénitence, pour ne pas dire souffrance. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a quelques années de cela, le carême nous paraissait tellement long, parce qu'on ne pouvait pas manger de friandises, pas de bonbons. C'est vrai qu'on n'avait pas souvent des bonbons, mais juste le fait de savoir qu'on ne pouvait pas manger, c'était une pénitence. Il fallait faire pénitence. Puis, il y a des gens qui profitaient de cette fête-là pour nous faire pénitence. Je me rappelle à l'école, la maîtresse, là, pendant le carême, elle nous demandait, elle nous obligeait presque, de faire 1 heure de silence le matin et 1 heure de silence l'après-midi. On ne pouvait même pas parler à nos camarades de classe, même pas chuchoter. Ben, c'était paisible dans la classe, là. C'était commode pour la maîtresse. Puis, il faut croire que c'était bénéfique aussi pour les élèves, parce qu'on n'avait pas d'autre chose à faire que de travailler. Alors, on travaillait. Alors, puis avec ça, il s'ajoutait des prières. En plus du chapelet de famille, là, il y avait encore des prières supplémentaires. Alors, c'était une pénitence pour nous. Il n'y a pas grande réjouissance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour couper cette période-là de 40 jours? On a inventé une fête, la mi-carême, qui était marquée, qui était célébrée la 3e semaine du carême. Puis au début, c'était le jeudi seulement. Mais, on appelle ça mi-carême parce que c'était le milieu de la mi-carême. Puis qu'est-ce qu'on faisait pour célébrer ça? Les gens se déguisaient. Ils s'habillaient de toutes sortes de façons. De façon aussi originale que possible. On se mettait un masque. Moi, dans mon temps, je sais que c'était fabriqué à la maison surtout. On prenait un vieux bas de laine, là, ou une manche de chandail. On faisait des trous là-dedans, puis on se mettait ça sur la tête. C'était pas smugglé, mais on avait des... Vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous autres. Nous autres, on avait une tante qui restait aux États-Unis, en Amérique. Puis, elle nous envoyait, on appelait ça des corps de l'Amérique. C'était des gros barils pleins de linge, parce qu'elle, elle était ménagère dans des maisons. Puis, les riches, pour qui elle était ménagère, là, ils faisaient comme qu'on fait des fois maintenant. Le linge est usé un petit peu, on le donne, on le recycle. Alors, nous, on était trop contents. Alors, on fouillait dans ce corps-là pour se trouver des costumes de mi-carême. C'est comme ça.
Puis là, quand on était, moi, enfant, on courait ça, les enfants, après souper, là, pas après souper, mais après l'école, tandis que les adultes, c'était le soir surtout. Ça fait que la mi-carême, dès que le carême commençait, on attendait la mi-carême avec anticipation. Enfin, on allait avoir du plaisir. Parce que la fête de la mi-carême, c'était une fête de joie, de réjouissance. Puis les gens de Chéticamp, à Chéticamp, c'est comme ça se faisait. À Chéticamp, où je suis née et où j'ai grandi, les gens sont des bons vivants, puis ils aiment la musique, puis ils aiment chanter, puis ils aiment rire, puis... alors la fête, la mi-carême, c'était une bonne occasion de se réjouir, puis chanter, puis tout ça, parce que pendant le carême, les autres jours du carême, on restait plutôt tranquille. Dans les années 1950 à 60 à peu près, cette coutume a perdu du terrain en général, sauf dans quelques régions ou quelques endroits du Québec, comme aux îles de la Madeleine, Natashquan, et l'île aux grues. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission qui est passée récemment, Mon île, ou quelque chose comme ça. Puis ils ont présenté une soirée de mi-carême à l'île aux grues. Puis à Chéticamp, ben, c'est resté, puis ça perdure. Puis moi, quand j'étais enfant, ça avait commencé à durer du mercredi jusqu'au vendredi. Maintenant, à Chéticamp, c'est toute la semaine. C'est du dimanche au samedi. Il y a même un gala de la mi-carême. Puis, ça dure, puis c'est la fête. Moi, j'ai quitté Chéticamp il y a plus de 50 ans, là. Je ne suis pas jeune, vous savez. Mais alors, je n'ai pas vu la mi-carême, puis je n'ai pas couru la mi-carême depuis que je suis partie, mais j'entends les gens en parler. Puis, mais d'après ce que les gens me disent, l'essentiel de la fête est demeuré. C'est toujours une grande fête. Il y en a autant qu'avant. Puis maintenant, ils étendent leur territoire. Au lieu de passer juste dans un canton, ils se promènent en voiture, puis ils vont d'un canton à l'autre, ou d'un district à l'autre de Chéticamp. C'est pas tout le monde qui les laisse entrer. Là. Parce que c'est de l'ouvrage, là. Se préparer pour recevoir les mi-carêmes. Il faut faire à manger, il faut organiser une pièce pour les recevoir. Il y a beaucoup de gens de Chéticamp qui aménagent leur garage pour recevoir les mi-carêmes. Fait que là, ils se ramassent, ils se rassemblent dans un garage. Il y a des amis qui arrivent, il y a la parenté qui arrive, puis c'est la fête, les mi-carêmes arrivent par dizaines. Puis il y a toujours un violonneux ou un gars qui joue de l'accordéon avec ça, des claviers, tout ça. Ça danse. Le hic, là, de la mi-carême, c'est pour les gens qui la courent. On dit courir la mi-carême à Chéticamp. Les gens qui la courent, le hic, c'est... Le but, là, puis le plaisir, c'est de passer dans une maison sans se faire connaître. Puis de temps en temps, s'ils arrivent à danser, puis pour faire ça, ils changent leur mine, ils changent leur voix, ils chantent. Des fois, il y a des mi-carêmes qui ont pris un petit coup aussi, puis ils font... Ils sont gênés quand ils sont pas en mi-carême. En mi-carême, ils se déguisent, puis c'est plus les mêmes personnes. Fait que... C'est ça, ils essayent de ne pas se faire connaître. Puis parfois, ceux et celles, on dit la mi-carême, les mi-carêmes, une mi-carême, ceux et celles qui ne se font pas connaître, ben, parfois ils s'en vont, ils sortent, ils ne disent pas qui ils sont. Puis 2 ou 3 semaines après, ils voient la personne, les autres de la maison, puis ils disent « Ah, il y a 2 ou 3 semaines de ça, j'ai couru la mi-carême, je suis allé chez vous, tu m'as pas connu. » Mais il y en a d'autres, par contre, qui lèvent le masque avant de partir. C'est pas tous les maisons là, qui laissent entrer les mi-carêmes, comme j'ai dit. Il y a des gens qui sont plus âgés. Moi, je sais que dans ma famille, mes sœurs ne laissent pas rentrer les mi-carêmes parce que ils sont trop âgés. Là. Ils sont encore plus vieux que moi. Alors, c'est de l'ouvrage, c'est trop pour eux autres. Mais par contre, j'ai des nièces, puis un neveu surtout, qui font une grande fête de la mi-carême. Alors, ils s'organisent pour ça. Puis, les maisons qui laissent entrer les mi-carêmes, maintenant, ils ont les médias sociaux. Fait qu'ils l'annoncent sur les médias sociaux. Alors, tout le monde sait qui laisse entrer les mi-carêmes. Alors, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des organismes qui organisent des fêtes, par exemple, pour les enfants.
dans un lieu, par exemple. Ceux qui ont fait le voyage avec l'UTAC en 2014, vous vous rappellerez on a visité le centre de la Mécarème à Saint-Joseph-du-Moine, qui est un petit village près du grand village de Chitican. Je dis ça pour rire, moi je viens de Chitican. Puis au centre de la Mécarème, c'est un centre d'interprétation, puis on peut voir comment ça marche la Mécarème. Il y a des vidéos, il y a aussi des ateliers de confection ou de fabrication de masques. Maintenant, les masques sont beaucoup plus sophistiqués, puis les costumes aussi. Puis c'est qui va avoir le plus beau costume. Puis le centre de la Mécarème est ouvert aux touristes pendant tout l'été. Puis pendant l'année aussi, il y a des ateliers de fabrication de masques. Puis il y a des soirées de temps en temps. Alors c'est un centre qui permet de perpétuer la coutume de la Mécarème, puis d'informer les gens. Alors, puisque je n'ai pas vu de Mécarème depuis bien des années, ou que je n'ai pas couru la Mécarème depuis bien des années, il y a bien des détails là, de l'actualité, de l'actuel Mécarème que je ne connais pas. Alors, je ne peux pas vous les transmettre. Mais je sais que les gens de Chitican font ça avec une grande intensité, de façon très intense. Ils transmettent, pendant cette semaine-là, les gens transmettent une joie de vivre remarquable lorsqu'ils parlent de la Mécarème. C'est une tradition dont ils sont vraiment fiers. Alors, avant de vous inviter à poser quelques questions, j'espère que ça va marcher, j'ai une petite vidéo de 4 minutes 34 secondes à vous présenter. C'est pas long, mais ça vous explique pas mal ce qui se passe pendant la Mécarème à Chitican. Donc, je vais essayer. C'est pas mon ordinateur, c'est que je suis pas habituée, là. Ça devrait marcher. L'Ivan va me donner un coup de main. Après ça, après la vidéo, vous pourrez poser quelques questions. On va présenter la vidéo d'abord. OK? Moi, ça fait depuis que je suis toute petite que j'adore la Mécarème. J'aime la fête, j'aime recevoir beaucoup de gens, puis j'aime l'ambiance d'avoir beaucoup de monde. J'ai toujours aimé la Mécarème. Il faut battre ça se passe plus trop par un moment. Vive la Mécarème, en chantant, riant dans son moment. C'est quoi la Mécarème? C'est vraiment, tu te déguises en costume, tu changes ta mine, puis tu mets un masque sur la face, puis tu vas de maison en maison, qui laisse monter les Mécarèmes, puis t'as du fun. Je vais mettre de la musique, hein. C'est s'habiller, puis pas se faire connaître de soirée en soirée pour une semaine, puis avoir du plaisir avec mes amis, puis la parenté à Chitican. Un mois d'avance pour planifier nos costumes, on se rencontre, on s'habille à la maison juste pour le plaisir, pour pratiquer nos voix, nos manières à marcher, nos coutumes. Parce que c'est ça, à la Mécarème, il faut tout changer. On ne peut pas marcher comme j'ai coutume de marcher. On rend tout penché, ou on change de poids pour pas qu'ils nous connaissent. Eux, c'est comme un genre de satisfaction que moi, je ne peux pas les connaître. Comme Jérémy, là, quand il vient, quand il peut ôter son masque, puis que je ne l'ai pas connu, là, ben, ça fait sa soirée. C'est comme, wow, c'est là qu'on m'a pas connu, yes. Personnellement, quand je me mets un costume du cours, je suis plus Jérémy. J'essaie de me mettre un caractère différent, même à chaque soir.
que je la cours 2 à 3 fois par jour, puis je fais toujours un différent caractère. Je danse toujours, c'est pas... Mais ma voix change toujours, la manière dont je vais marcher, ça dépend du costume. Je suis fière d'être acadienne parce que c'est pas une tradition qui est faite partout. Puis ça me représente moi comme acadienne, que je peux aller à d'autres endroits puis en parler de la mi-carême, puis ils disent quoi? Vous avez comme une fête pour une pleine semaine, tu sais là, comme... Puis je leur dis oui, je laisse rentrer les mi-carême toute la semaine, puis on leur donne à manger, on danse, on chante, puis ils trouvent ça très bizarre, tu sais là, comme... Mais moi, pour moi, c'est très important, très, très, très important dans ma culture d'être acadienne, puis pas fêter la mi-carême. Je prends toujours ma semaine de congé la semaine de la mi-carême. Il n'y a rien qui m'arrête pour la mi-carême, même si j'arrête la maladie ou quoi. La mi-carême, c'est la mi-carême. Tout le monde s'en vient pour ça. Pour faire ça, c'est une grosse fête à Chéticamp. Alors, je prendrai 2 ou 3 questions, là, puis après ça, on verra. Ça va se continuer, là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame? Ce serait plutôt un commentaire. Je suggérerais, il faut peut-être suggérer ça à Chéticamp et Je vous entends pas. Je suggérerais à tous ceux qui ont la mi-carême comme tradition, l'île aux Brunes, Nachachuan, OK, d'accord. Chéticamp, etc., de se mettre ensemble et d'appliquer à l'UNESCO pour le patrimoine de l'UNESCO immatériel. Il faudra faire la suggestion aux gens de Chéticamp. Ils sont assez dynamiques, peut-être qu'ils prendront la suggestion. Belgique, et nous autres, on est spécialistes de carnaval. Et le carnaval de Binge est au patrimoine mondial de l'humanité, sur la liste immatérielle. Et c'est pour protéger ce phénomène unique. Et alors ma question, est-ce qu'il n'y a pas ce genre d'activité aussi du côté de la Nouvelle-Orléans? Parce qu'ils sont catholiques comme nous autres. Oui, oui, genre, mais c'est différent un peu. Oui. Mais oui, c'est en Louisiane, oui, mais c'est un petit peu différent, le Mardi Gras, là, mais je ne suis pas sûre qu'il y a de mi-carême. Mais est-ce qu'il y a la mi-carême aussi avec? Je ne sais pas, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Pourquoi le déguisement? C'est pour ne pas se faire connaître. Pourquoi pas se faire connaître? C'est juste un plaisir de ne pas se faire connaître, je pense. Moi, j'ai jamais su pourquoi. C'est parce que c'était un temps d'évidence. Donc, il ne fallait pas avoir de fun. Non, mais là... C'était péché de le faire. C'est pas péché de courir la mi-carême, je pense pas. Si. J'ai jamais entendu cette explication-là. Même pas dans le livre du père Anselme Chiasson, qui a écrit l'histoire des légendes et traditions de Chéticamp, il parle même pas de ça. C'est une coutume du Moyen-Âge, oui. À Terre-Neuve, il y a des mummers aussi. Oui, c'est un peu semblable, mais pas tout à fait. C'est pas la même temps d'année. Pour répondre à la question à Louis-Philippe, Oui. c'était pas mieux que smuggler. Moi, c'est une explication, mais c'est la première fois que je l'entends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question? Oui? Moi, j'ajouterais à ça que quand personne chez moi, on me parlait de Le Halloween, oui. quand je suis arrivée, je voyais ça. Ouais. Mais c'était la mi-carême. C'est ça. Là, il y avait... OK. Mais moi, j'ai jamais couru à mi-carême, puis quand j'étais à Chéticamp, mi-carême, la Halloween, il n'y avait pas de Halloween. Fait que la Halloween, pour moi, c'est pas une tradition. Puis c'est juste quelques années, mais je sais pas, plusieurs années, là, ça commence à courir à Chéticamp, mais avant, c'était toujours la mi-carême. Fait que si vous voulez, on peut poursuivre. J'aimerais que vous vous imaginiez que vous êtes à Chéticamp.
pensez très, très fort. Vous êtes à Chéticamp dans un garage que, je ne sais pas, Joe a bâti le fort, à tout nettoyer, puis les garages sont propres à Chéticamp, des fois plus propres que mon salon. Puis, il a tout arrangé ça, il y a des chaises autour du garage, c'est pour laisser entrer les mi-carêmes, puis les gens, les voisins, certains voisins, puis des membres de la parenté viennent les regarder. Alors, j'aimerais que vous vous imaginez que vous êtes à Chéticamp, puis je vais chercher un violonneux. Puis je vais demander à Marcel de venir avec son violon. Puis on va voir si il doit avoir des mi-carêmes quelque part dans la rue, là. Avec tous les médias sociaux, ils doivent savoir qu'on a organisé une rencontre, présentation sur mi-carême. Fait qu'on va voir si les tunes que Marcel va nous jouer, ça va nous permettre de faire venir des mi-carêmes. Ça fait que je vais dire à Marcel, j'invite Marcel à jouer des rilles. Ah oui, Marcel. Ceux qui veulent danser, gênez-vous pas. Les mi-carêmes, ils dansent souvent des quatre. Mais des quatre, c'est ce qu'on appelle step dancing. C'est des quatre à chaque fois. Non, il est arrivé.
vous recevoir ce soir. Je ne sais pas si vous voulez que les gens essayent de vous connaître. Ben, il faut que vous circuliez au milieu des gens si vous voulez que les gens essayent de vous connaître. Y a-t-il quelqu'un qui ose se prononcer? Connaissez-vous celle-ci? Connaissez-vous celle-ci? Vous allez avoir la difficulté à la connaître. Celle-là aussi, vous allez avoir la difficulté à la connaître. Vous allez avoir la difficulté. On vous donne encore un Chantal. Ah oui, c'est vrai. Hey, merci beaucoup, les mi-carêmes. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Gabrielle McLaughlin, ma fille. Chantal Duguay-Mollet est enseignante à l'École Sainte-Anne. Puis Nicole Gagnon, agente de développement communautaire. J'aimerais les remercier. Je remercie Gabrielle pour avoir peint les masques. Chantal et Nicole et le reste pour les costumes et tout le reste. Alors, merci beaucoup. Puis, vous êtes les bienvenus. On va présenter les recettes. Vous êtes les bienvenus de rester. Vous êtes les bienvenus de rester. Vous pouvez rester. Bon, ben, vous en avez pour votre argent ce soir, hein? Un gros merci, Yvonne. Merci. Merci à M. Thébault. Oui, Marcel. Super de musique. Merci à nos mi-carêmes. C'était plaisant. On commençait à paniquer, par exemple. Vous êtes fait attendre, c'est bien. Maintenant, on passe à la troisième partie de notre soirée, non la moindre, parce qu'il y a de la nourriture qui est impliquée. On ne peut jamais avoir une soirée entre nous francophones, à moins qu'il y ait de la nourriture à se partager, parce que c'est ça qui rassemble les gens. Ça fait partie de notre patrimoine, donc on ne pouvait pas laisser ça de côté pour cette belle soirée qu'on voulait passer ensemble. Fait qu'on a invité la chef de CDC, Marie-France Thibault. Au début, on avait pensé peut-être qu'elle pourrait nous préparer des plats ici. Marie-France, bon, elle est là. Mais pour elle, c'était plus facile de préparer des choses à l'avance. Mais elle va nous parler de qu'est-ce qu'elle a préparé. Et puis, on va avoir la chance de goûter différentes choses. C'est ça qui est plaisant, on a tous hâte. Donc, je passe la parole à Marie-France. Merci. As-tu besoin du micro là? Ou... Non, juste un moment. Juste un moment. Ça fait que le violonnier, tu es encore violonnier? Non? Vous pouvez vous servir un autre verre de vin. Ça va peut-être aller. C'est correct, c'est vraiment un moment. OK. As-tu besoin du micro? Je préfère que non, si les gens peuvent m'entendre. Oui. Je suis vraiment désolée, je suis pas bonne à parler en public. Alors, j'espère que vous avez bu beaucoup de vin. Pour ce soir, si vous pouvez m'entendre. Oui, c'est correct. Alors, ils m'ont demandé de préparer quelques plats traditionnels. Alors, pour vous laisser savoir, j'ai préparé des tartes au sucre, des biscuits à la glace, des ploés. Excuse-moi, je ne viens pas de la région là, alors c'est un peu nouveau.
du fricot au poulet et puis des tortillas. Pour ce qui est des ploys, on sait que ça vient de la région Madawaska. C'est fait avec la farine de sarrasin. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisaient ça aussi comme du pain, avec les ragoûts, avec les soupes, et autant qu'avec des desserts comme avec la melasse et tout. Vu que c'était peu coûteux, toutes les familles avaient vraiment de la farine, puis de l'eau, du sel, des choses comme ça. Alors ça, c'était pour les ploys. Les tartes à sucre, ça a commencé vraiment en France et en Belgique. Et quand les gens se sont déplacés, eh bien, ils ont descendu. Mais par ici, plus que le sucre brun, c'était fait avec du sirop d'érable, vu que c'était en abondance. À la longue, vu que le sucre brun est un peu moins coûteux, ça a comme transféré à ça, s'il vous plaît. Les tortillas, je pense que les tortillas, c'est intéressant. J'ai lu que la première recette de tortillas a été trouvée dans un Mésopotamie sur des tablettes d'argile datant d'environ 1600 ans avant Jésus-Christ. L'histoire et la sociologie de ce plat a traversé des siècles sous différents mets, différentes formes, mais ça a toujours resté une tortilla, si vous voulez. Alors ça, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. C'est vraiment, vraiment vieux. Le fricot, c'est le plus populaire des mets acadiens, on le connaît tous. L'occasion du fricot, c'était quand la visite arrivait, ben, il allait en arrière, puis il tuait une poule, puis il faisait un gros fricot, puis là, ben, on feedait tout le monde. Comme c'est pas dur, il y a autre chose. Non, c'est tout. La menace, ben, tout le monde avait de la menace. C'était facile à faire. C'est tout. Alors, je vais vous servir à bouffe. C'est ça.